Dans un hommage à un film catastrophe des années 70, certains cadres ont surnommé le siège de la CMA-CGM la tour infernale. Est-ce qu'on veut un monde dans lequel il y a ce type d'entreprise, quoi ? C'est-à-dire finalement où il y a une quête de puissance permanente. Tu vas pas dans le sens du management, tu es un problème, donc soit tu te casses, soit tu te tais. Fabrice est arrivé à la CMA-CGM parce que, selon ses mots, de l'extérieur, c'est une belle boîte. Je l'ai rencontré chez lui. Dans un coin de son bureau, traîne une petite pancarte prémonitoire. Il n'est pas obligatoire d'être fou pour travailler ici, mais ça aide. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Fabrice déchante. À l'image de près d'un tiers des avis sur la CMA-CGM laissés sur des sites de recherche d'emploi comme Indeed ou Glassdoor, il ne recommande pas son entreprise. À part, peut-être, m'a-t-il précisé, à des jeunes sans enfants et très ambitieux. Voilà un exemple récent d'avis. Le 13 juin, un chef de produit en poste à la CMA-CGM, depuis plus de 8 ans, décrit un management des RH catastrophique ou inexistant, un management par la peur généralisé et aussi une pression permanente du top management. Il y a quelques années, Fabrice aussi a été proche de faire un burn-out, mais lui ne s'est pas arrêté. Avec l'âge et l'expérience, il m'a expliqué qu'il encaissait mieux. La pression dans son boulot vient autant de ses managers que de l'organisation ou la désorganisation du travail chez le 3e armateur mondial. Il y a aussi un problème de sous-effectif. Pour Fabrice, ça se traduit avec des projets qui s'accumulent et des dates de rendu très rapprochées. Donc des périodes de travail particulièrement intenses. Il lui est par exemple impossible de terminer un projet sans exposer son temps de travail. Selon lui, ça représente des centaines d'heures supplémentaires gratuites chaque année. Pour illustrer cette pression, Élise, sa compagne, m'a parlé du concept maison P0 pour priorité zéro. C'est le travail qui te tombe dessus et que tu dois rendre dans la journée. Donc c'est à gérer avec en plus les P1, P2, P3. Je vous laisse écouter le témoignage d'Élise. Fabrice n'est pas un poste où tu peux être en sous-régime. La pression est presque insoutenable. S'il ne fait pas le travail, il peut se retrouver dehors. Il a donc plus de soirées où il travaille que de soirées où il ne travaille pas. Pour lui, c'est presque plus compliqué de prendre du temps libre parce qu'il va le payer. Ça lui arrive même de dire « je vais travailler, ça va me détendre ». Il a toujours l'impression de prendre du retard, de ne pas éponger. Quand c'est ric-rac, qu'il y a plus de pression, on donne une prime pour le remotiver. Mais au-delà de la charge de travail, ce dont souffre aussi beaucoup Fabrice, peut-être le plus, c'est de ne pas avoir les moyens de faire les choses sérieusement. Ça se ressent sur sa disponibilité avec nous. Au quotidien, notre vie familiale est très précaire. Il y a toujours le risque d'une urgence à régler. Il ne peut pas s'engager sur les vacances, par exemple. Contrairement à ce que dit Fabrice, même célibataire et ambitieux, beaucoup de jeunes cadres n'apprécient pas plus que lui le management à la CMA-CGM. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à afficher des expériences d'1 ou 2 ans seulement. Leïla et Jean font partie de ces jeunes cadres. Leïla a la trentaine et déjà une solide expérience quand elle arrive à la tour CMA-CGM quelques années avant la pandémie de Covid-19. Elle a été embauchée par une filiale de la compagnie maritime. Bien qu'étant au siège, ça l'a préservée du management maison, selon elle. Elle est restée moins de 2 ans. Leïla m'a expliqué que c'était parce qu'elle avait fait le tour de son poste, mais aussi parce que l'ambiance à la tour était, selon ses mots, pas géniale. L'expression est faible au regard de son témoignage. À la CMA-CGM, c'est le management par la peur.
Il faut être une grande gueule pour tenir. En face de nous, il y avait une direction dans laquelle les secrétaires de direction changeaient régulièrement. On les voyait revenir de réunions en pleurs. Presque toutes partaient en burn-out. Seule celle qui arrivait à prendre de la distance tenait. J'ai aussi vu en réunion des personnes désavouées, pour qui ça a fait un choc, surtout au regard de l'investissement. J'ai le souvenir d'une réunion où une personne, peut-être un peu désordonnée, mais qui bossait beaucoup, s'est pris une réflexion. Il est devenu livide. Il a été muté et je ne suis pas sûre que c'était voulu. Jean a, lui, une trentaine d'années lorsqu'il est recruté pour travailler aux lignes maritimes. Après un CDD dans lequel il estime avoir fait ses preuves, il réclame un CDI. L'expérience vire au cauchemar. J'étais tout le temps dans le collimateur. C'est pareil pour les collègues. On était sous pression pour produire un maximum de bénéfices. On va dire que quand ça chauffait un peu dans l'open space, tout le monde baissait les yeux et on ne s'implique pas, on ne défend pas, parce que on veut pas rentrer encore plus dans un collimateur qui existe déjà. Enfin, les gens, ils avaient peur pour leur position. Du jour au lendemain, tu pouvais être viré. J'ai vu quelqu'un de mon service qui avait 15 ou 20 ans de boîte du jour au lendemain parce qu'elle ne plaisait pas. Alors peut-être qu'il y avait plus de choses que je n'étais pas au courant, mais du jour au lendemain, elle a disparu. Lundi soir, elle était là au bureau et le mardi matin, il n'y avait plus ses affaires, il n'y avait plus rien, parti. Quand tu vas pas dans le sens de ton manager, bah après ça cherche la petite bête partout. C'est-à-dire, ah, là t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, et bien visible pour le reste de l'équipe. Des choses juste pour rabaisser en permanence sur l'aspect physique, ou alors sur le job en soi. Ah, t'as pas fait ça, t'es mauvais. Enfin, vraiment, c'était en permanence, constamment. Et une fois que t'es dans le collimateur, c'est très difficile de s'en sortir. Tu vas pas dans le sens du management, tu es un problème. Donc, soit tu te casses, soit tu te tais. Harcelé, Jean tombe en dépression, multiplie les arrêts de travail et finit par démissionner. C'était ça ou ma santé. Et ma santé mentale. Donc en 2 ans, j'avais perdu 15 kilos. J'étais un squelette. J'avais des migraines. Mal au dos en permanence. Bloqué parfois le matin. J'ai vomi plusieurs fois dans le métro en allant au travail. Boule au ventre. Enfin, vraiment, c'était la totale. Et je suis arrivé au bout. Parce qu'après, il y en a eu des arrêts de travail pour ça. Où je me suis présenté au médecin en costume cravate et j'ai eu des prescriptions pour médicaments assez forts pour pouvoir dormir, pour gérer les migraines. Ça a été très difficile. Ça a mis bien 6 mois avant que les idées noires commencent à partir. Pour comprendre un peu mieux le management à la CMA-CGM, je vous demande d'accueillir Christophe Massot. Il est sociologue des organisations du travail et réalise des audits sur les risques psychosociaux en entreprise pour un cabinet indépendant. Merci d'être là ce soir. Donc, la première question, on est dans un secteur stratégique, dans une entreprise qui a grandi très rapidement. Est-ce que ça influe sur le management ? Alors, d'abord, c'est assez impressionnant ce que tu as passé. Enfin, franchement, ça m'a... OK. Alors, sur le... Non, mais il faut le dire, parce que... Et peut-être, effectivement, il faut faire un petit point. Alors, quand il m'a posé les questions, faire un petit point sur ce que ça veut dire aussi la CMA du point de vue de ce qu'ils produisent, quoi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'ils faisaient 500 millions de chiffre d'affaires dans les années 90, fin des années 90, hein. Il me semble qu'ils sont passés à 2 milliards au début des années 2000. Ils sont passés à... Alors du coup, j'ai repris le chiffre, mais je crois qu'ils ont pris 16 milliards en 2016. Et là, ils sont à 75. Donc ça veut dire qu'en 25 ans, ils ont fait 105 fois 150. Hein. Et à peu près idem sur le nombre de salariés, quoi. Fin années 90, c'était 1000. Et puis là, tu as dit tout à l'heure, il était 170 000. Ouais. Donc c'est une folie, hein. Voilà. C'est une anomalie, hein. C'est quelque chose qui est très particulier. Sachant qu'en plus on est sur des industries à très forte intensité capitalistique, hein. C'est-à-dire qu'un bateau ça coûte 150 millions, enfin à peu près, hein, aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est comment un acteur comme ça, il déboule, il arrive et en 25 ans il prend une telle place, quoi. Voilà. Hein, donc
c'est pour bien mettre ce cadre, et il y a 2 éléments très importants qu'il faut comprendre, je pense. Le premier, c'est cette notion de conteneur, quoi, hein, le conteneur. Et là, on a l'objet magique, hein, l'objet clé, hein, de la mondialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, le conteneur a permis, on va dire, une circulation des marchandises, en fait, des marchandises qu'on appelle des biens intermédiaires, c'est-à-dire d'usine à usine, hein, qui ont permis ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la mise en concurrence, hein, des fournisseurs, des boîtes, des travailleurs à l'échelle mondiale. Et en même temps, se mettait en place aussi, hein, dans ces années-là, hein, ce qu'on appelle la ligne production ou le juste à temps, hein, c'est-à-dire l'absence de stock. Et donc on avait des flux internationaux de biens intermédiaires, d'usine à usine, qui arrivaient juste à temps, avec une mise en concurrence permanente, hein, de tous les fournisseurs, de tous les biens, hein, pour maximiser, hein, à la fois pour maximiser les coûts de production. Donc là, on a un élément qui est au cœur, hein, du développement de la mondialisation à la fin des années 90, années 2000, hein, et c'est même l'objet magique, hein, de la mondialisation. Et avec un effet, l'autre effet aussi, c'est que c'est des industries qui ont, on appelle ça un effet volume extrêmement important, hein. C'est-à-dire que plus les bateaux sont gros, hein, plus le prix unitaire de la box, hein, du conteneur, hein, est petit, hein. Et dans un régime de concurrence extrêmement fort, hein, on va dire que c'est une course où celui qui perd 1 mètre, hein, eh ben, il perd tout, hein, voilà. Et donc en permanence, là, il faut aller chercher, hein, les plus gros conteneurs, il faut chercher les plus gros ports, il faut chercher les temps. Et finalement, c'est des industries monstrueuses, hein, avec des volumes toujours plus grands de conteneurs, mais où tout se joue presque sur le détail, hein. Sur la minute dans le port, sur le plus gros conteneur, sur le coût qu'on peut avoir, sur la réponse qu'on peut donner, hein, et sachant que si on perd cet avantage, ce petit truc, eh ben on est avalé, hein. Et on a eu une concentration des acteurs, hein, de ce secteur extrêmement importante, hein, depuis 30 ans. Hein. Voilà. Et quels sont les effets justement de ces éléments sur le management ? Est-ce que comme l'appelle Leïla, on peut parler de management par la peur ? Alors, ça effectivement, c'est ce qu'on entend, hein. Donc là, alors moi je peux pas, parce que on n'est pas rentré dans la CMA, parce que c'est comme tu le dis, hein, c'est quelque chose de très opaque, hein. Et c'est plutôt une réflexion, hein, qu'on peut avoir effectivement, parce que c'est pas le management qu'on apprend dans les écoles de commerce, quoi. Voilà. Dans les écoles de commerce, on va apprendre, alors un peu ancienne école, à encadrer, gérer, prévoir, organiser, voilà. Hein. Mais dans les nouvelles écoles, hein, il faut être je vais le faire comme ça, mais il faut inspirer, produire des synergies, développer l'intelligence collective, être un leader qui va inspirer une vision qui, par rhizome, va susciter des énergies individuelles et collectives, ce type de choses. Et là, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. On n'est pas dans ce cadre-là. Donc, bienvenue dans la réalité des organisations contemporaines, hein. Et alors, qu'est-ce que ça produit, hein ? Alors, management par la peur, effectivement, il y a la question du secret, hein, se taire. Il y a la question de l'absence de contre-pouvoir. Et moi, ce que je voyais là dans ce qu'on écoutait, c'était aussi l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. À un moment, il dit on ne sait pas sur qui ça va tomber. Il y a des cadres qui étaient là depuis 17 ans. Du jour au lendemain, on ne le voit plus. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, apparemment, hein. Personne ne sait vraiment pourquoi ils se prennent des choses dans la tête. Ou on ne sait pas qui demain, à 6 h, on va chercher au lever à 6 h du matin pour l'emmener on ne sait pas où, quoi. Et donc cet arbitraire, hein, il est très coûteux, hein. Il est très coûteux parce que finalement, ça produit quoi ? Ça produit, comme il le dit dans l'open space, hein, c'est que finalement, tout le monde se rétracte. Tout le monde a peur. Tout le monde s'empêche dans son initiative. Et donc, c'est un empêchement, c'est une diminution, hein, de ce que peuvent porter les gens au travail, hein. Et finalement, là... Et c'est très coûteux parce que c'est très coûteux en énergie, hein, pour faire face à ces éléments, à cette peur, à cette incertitude, à cet arbitraire, hein. Et là, on voit des gens qui soit somatisent, soit alors s'épuisent à déployer une énergie pour lutter, pour chercher à vivre dans cet arbitraire, quoi. C'est comme ça que en étant un peu extérieur, c'est comme ça que... Et c'est des choses que j'ai pu voir ailleurs, par ailleurs. Ouais, voilà. Okay. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as expliqué que ces problèmes te semblaient irrationnels. C'est même ton mot. Ouais. Hein. Pour quelle raison ? Alors ça, c'est vrai que c'est une vieille question parce que on se demande pourquoi ils font ça, quoi. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'on aurait des cadres qui sont bien payés, hein,
relativement. Ça j'avais pas l'info, mais tu m'avais dit que quand même, par rapport au marché, ils étaient relativement bien payés. Et ils pourraient très bien créer un système corporate où les cadres seraient fiers d'appartenir à la CMA, une aventure collective. On leur mettrait un peu de reconnaissance, on leur mettrait des beaux bureaux, enfin ce type de choses. Et puis les cadres, c'est rarement des anarchistes, des marxistes, et donc du coup, ils pourraient suivre assez rapidement dans le truc. Alors pourquoi ils font ça, quoi? Et c'est une question. Alors, j'avais dit irrationalité, mais en fait, j'ai réfléchi un peu et peut-être que. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il y a s'il y a ça, c'est qu'il y a des secrets à tenir. C'est qu'il y a une raison. Alors, les secrets, c'est pas forcément des secrets inavouables, c'est pas qu'ils transportent le cartel de Mexico, n'importe. Ça peut être aussi que les informations ici, elles sont tellement importantes, il y a une tension concurrentielle tellement importante que chaque information a une valeur extrêmement forte. Et dans ce cadre-là, il y a une culture du secret. D'ailleurs, c'est une culture du secret. Mais je suis allé un peu voir, mais les autres grands armateurs, MSC ou le danois Mex, là, Merck, exactement. Ils ont la même réputation d'un secret absolu des affaires. Donc peut-être qu'on peut se dire que dans ce secret, il y a une raison. Peut-être la deuxième aussi, ça, je suis d'accord, on le voit souvent, c'est qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi ils font ça. Et là, il y a un nombre de boîtes où on peut aller, et on ne comprend pas leurs décisions. Derrière une façade de maîtrise. De maîtrise technique, de provision, de stratégie. Derrière, on ne comprend pas pourquoi ils font ça. On ne comprend pas. Et donc là, peut-être aussi, il faut peut-être remettre dans le cadre, c'est que quelqu'un comme Saadé, qui multiplie par 150 le chiffre d'affaires, ça montrait la tête de n'importe qui aussi. Il faut bien le voir. Qui c'est qui ne deviendrait pas un peu fou de partir de 500 millions de chiffre d'affaires il y a 25 ans et d'arriver à 75 milliards, quoi. C'est quand même très particulier, quoi. Et quand on arrive à cette croissance, comment ne pas se prendre pour Dieu le Père, pour de vrai, et pas voir le monde avec des fourmis en bas et comment accepter un contre-pouvoir des éléments contradictoires. Et après, moi, je pense qu'il peut encore y avoir une autre hypothèse. Je les partage parce que je ne sais pas laquelle est bonne, mais c'est que finalement, cette violence, on peut la penser comme un dysfonctionnement, comme quelque chose qui n'est pas normal. Mais on peut aussi lui dire qu'elle a un sens, quoi. Elle a un sens parce que là, on est sur une industrie, on est sur des systèmes qui ont mis en concurrence très fortement au niveau mondial les ports, les fournisseurs, les travailleurs, les États, les législations, et qui a en permanence une mise en concurrence extrêmement forte sur ces éléments. Et avec l'idée que si on perd un peu, on est distancé et on meurt, on coule dans quelques années. Et donc finalement, là, cette violence, c'est en fait parce qu'ils sont dans un système violent. Ils sont dans un système violent où à aucun moment il faut lâcher pied, quoi. Et donc quelque part cette violence, cette dureté, cette violence qu'ils mettent en place au niveau mondial, c'est comme si on peut faire l'hypothèse qu'elle était aussi pratiquée en interne, quoi. C'est qu'ils l'apprennent, ils la pratiquent pour la déployer. Voilà. Et que là, elle a un sens presque industriel, elle a une fonction d'être, c'est qu'on est dur, on est violent, parce qu'il faut l'être et parce que c'est notre job. Et les salariés sont interchangeables, finalement, dans cette économie aussi. Alors, c'est vrai, ouais. C'est vrai que... Alors, interchangeable, c'est vrai que... Ça, c'est une question qui est importante aussi. C'était effectivement dans la possibilité du développement de cette violence, de cette culture du secret. Parce que, si vous voulez, quand on a des salariés qui ont une technicité forte, on va dire, un métier rare, qui n'est pas disponible sur le marché du travail, ces salariés ils vont avoir une forme de rapport de force, quoi. Parce que si on me vire, vous ne retrouverez personne pour me remplacer. Et ça, on peut l'avoir dans n'importe quel métier, enfin, pas n'importe quel métier, mais en tout cas, ça existe aussi bien au niveau cadre que technicien ou n'importe. Et là, effectivement, c'est des métiers qui sont plutôt ce qu'on appelle des métiers de planeur. Alors, c'est les termes en sociologie, c'est Marianne Dujarier qui a notamment travaillé dessus. C'est-à-dire, c'est une gestion de flux d'informations. On gère des flux d'informations à distance, avec différentes logiques. Et là, potentiellement, effectivement, ça peut se trouver sur le marché. Ça peut se trouver sur le marché. Effectivement, s'ils partent, on peut en retrouver assez rapidement. Et peut-être même que dans le cadre de la CMA, là, ce qu'on leur demande, c'est peut-être moins une technicité forte sur le métier, qu'effectivement un engagement permanent à suivre constamment des flux mondiaux, parce qu'il n'y a pas d'horaire sur ces flux, et toujours à les suivre en permanence pour avoir toujours ne jamais avoir un poil de retard, et toujours être au maximum d'une situation concurrentielle. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est une énergie, finalement, qu'ils doivent déployer permanente, qui ne doit jamais s'arrêter pour tenir la concurrence internationale. D'accord. Pour en revenir à la violence, je vais revenir sur Émilie.
à la fin du deuxième entretien qu'on a eu ensemble, s'est posé la question si dans ce genre d'entreprise, dans le genre de multinationale, en fait, il ne fallait pas ce genre de PDG qui se prend pour Dieu le Père ou qui impose cette violence dans les rapports sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Ça, il faudrait, on peut le partager entre nous, mais alors, je pense qu'il y a une fonction, hein, ça, je ne vais pas y revenir, et c'est peut-être aussi alors, ce serait peut-être une réponse de citoyen, voilà, peut-être une réponse de citoyen plutôt, c'est qu'effectivement, il peut avoir une fonction, hein, ce management dans ce type de boîte. Okay. Mais moi, j'ai envie de faire une réponse de poupée russe, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un monde dans lequel il y a ce type d'entreprise, quoi, hein. C'est-à-dire, finalement, où il y a une quête de puissance permanente, hein, qui ne peut pas connaître de limite, hein. Et en fait, la limite va s'arrêter quand il y aura un seul survivant, hein, quand il n'y aura plus qu'un armateur mondial qui aura le monopole sur les ports et qui pourra en dicter ses prix et faire ce qu'il veut, quoi, hein. Donc c'est plutôt, oui, il a une fonction, mais est-ce qu'on veut ça, hein ? Est-ce qu'on veut ça, nous ? D'accord. Justement, sur cette fonction, sur ces garde-fous, on a l'impression, en tout cas, que à la CMA-CGM, il n'y en a pas face à ces pratiques managériales. Comment l'expliquer ? Ça, c'est une vaste question aussi, hein. Ouais. Pourquoi il y a... Alors, presque on préfère des niveaux, c'est parce que déjà nos États, hein, voilà, que ce soit l'État français ou l'Europe, hein, c'est leur programme politique, hein, de la mise en place de ce type de marché mondialisé concurrentiel. Voilà. Et quitte à avoir un acteur qui soit en France, même s'ils ont 3 4 000 salariés français et puis le reste au niveau mondial. Hein. Donc un acteur français, mais voilà, hein, à la hauteur de ces proportions-là. Peut-être qu'ils préfèrent l'avoir au niveau national, quoi. Et même après, moi je dirais qu'au niveau local, hein, que peut faire finalement aussi au niveau local, il a un poids exorbitant, qui est démesuré par rapport au territoire marseillais. Et même en interne, finalement, là on voit un syndicalisme. J'avais regardé les chiffres de turnover, et il parlait de 30%. Turnover, c'est-à-dire le 30% entre les entrées et les départs, hein, enfin ça dépend comment il est calculé, mais c'est le taux de renouvellement des salariés, on va dire. Et donc là, on a en fait une population qui est instable, hein. Donc construire un syndicalisme sur une population instable, qui est fragilisée parce qu'elle est interchangeable sur le marché du travail, avec un management dans lequel qui défait les collectifs, hein, c'est très compliqué de construire un syndicalisme qui puisse s'opposer à une direction de ce type-là. Et donc un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, hein. Et donc là, je vois qu'au niveau international, au niveau national, au niveau local, même au niveau interne, hein, moi je vois la partie, elle est bien déséquilibrée, quoi. Merci beaucoup, hein, Christophe Massot.